ravi de vous avoir avec nous. Alors, je vais ouvrir aussi à Monsieur de Chabalier les droits. Donc, Monsieur Chabalier, vous pouvez aussi ouvrir votre caméra et votre micro, donc pour participer aussi activement à ce webinaire, s'il nous entend. Nous avons donc lancé les choses. Ma collègue votre troisième collègue aussi, pareil, vous pouvez donc ouvrir votre caméra. Monsieur de Chavalier. Bonjour. Comment allez-vous? Voilà, on a le plaisir de se connaître déjà depuis Oui, quelques temps, puisque j'ai l'occasion de vous croiser à Djibouti plusieurs fois. On a même une fois pris l'avion ensemble. Voilà, c'est pour la petite anecdote de nos auditeurs et auditrices. Donc, ravi de vous avoir avec nous. Voilà, donc je pense que tout le monde se met en route. Tout le monde m'entend, c'est bon. Alors, petite question, qui c'est qui... Donc, c'est monsieur... Alors, attendez, vous m'aviez écrit ouais, c'est pour moi qui l'ordre du démarre. jour. Voilà, c'est vous qui allez donc démarrer. Vous avez un diaporama Ouais, j'ai à un, insérer, un PPTX. un Alors, comment PPT. on fait? Alors, vous avez à gauche, vous avez une barre Ouais, ouais, d'onglets. Donc, vous allez sur le troisième, présentation. ouais. Vous cliquez dessus et puis vous faites transférer votre fichier. Donc, il va s'insérer, il va être converti. Puis après, il suffira de cliquer dessus pour le faire. Si tout est... Ok, donc je On fais commence un ça. petit peu en avance, donc on est dans les temps. Voilà, et je vais donc, avec ma collègue, lui ouvrir aussi les droits. C'est bon, vous avez... Tout se passe bien. Le temps de... juste donc vous remercier d'avoir un petit peu au pied levé accepté notre invitation sur ce webinaire, hein, un petit peu pour vous réexpliquer l'idée du concept, hein, c'est depuis donc hier matin, nous avons fait une dizaine d'interventions avec des établissements différents. Donc, il y a où l'Université de Paris, on avait les présentations de Master CCA, donc Bon. Oumalker, ma collègue, à campus. À l'instant, nous venons donc de quitter la Saint-Étienne School of Economics. On a parlé longuement ce matin avec Jessie Collier, donc de Toulouse. On a parlé d'archéologie. Voilà, on essaie de faire un petit diaporama de toutes les... Enfin, pas, on ne peut pas faire toutes les formations, bien sûr, mais sur 2 jours, proposer aux étudiants de Djibouti, alors aussi bien ceux qui sont du lycée français, des lycées de la République de Djibouti, mais aussi ceux à l'université de Djibouti, de connaître un petit peu des formations autres que le droit, les mathématiques, l'informatique, qui sont les filières un petit peu classiques que les étudiants veulent choisir, voilà, pour leur montrer qu'il y a d'autres choses, d'autres formations. Et pas mal de petites subtilités dans l'enseignement supérieur français qu'il faut découvrir et qu'il faut connaître pour pouvoir justement connaître toute la richesse de l'enseignement supérieur français et de grands établissements reconnus, donc l'IPGP qui va fêter normalement ses 100 ans, hein, si je ne me trompe pas, associé aussi à l'Université de Paris, qui fait partie aussi des belles institutions en France. Voilà, donc je vous laisse commencer, Monsieur Ouais, Benedetti. Vous êtes alors donc je vais prêt? en Voilà. présentation, je clique Voilà. dessus, c'est ça? Vous cliquez dessus. Moi, je vais sortir donc les petites vidéos pour que la présentation apparaisse. Ouais, Voilà. est-ce que... Alors, les transférer, est-ce que les... Alors, écoutez, je pense que si je clique Ah ouais, dessus, voilà, ouais, normalement, elle est là. elle est lancée. Voilà. Parfait. Et on peut la mettre en plein écran, j'imagine, ou Elle pas? est en plein Elle est écran, en plein déjà, écran. normalement. Voilà. Et les slides, c'est vous qui les passez? Vous pouvez les passer, mais si vous voulez, je peux les passer Ah pour ouais, vous. Comme d'accord, il ça, suffit que je... Attendez, ah voilà, oui, vous êtes ok, dessus j'avais normalement. pas Voilà. compris parce que je... Ok, parfait. Voilà. Donc, bonjour. Alors, je sais pas qui est au bout, mais bonjour à tous.
Donc, je m'appelle petit Marc peu de monde. Benedetti. Je suis professeur à l'Université de Paris et j'effectue ma recherche à l'Institut de physique du Globe de Paris. Donc, vous avez une photo ici du bâtiment principal. Alors, l'Institut est un institut qui a été créé effectivement il y a 100 ans. En 1921, donc on va fêter cette année le centenaire. C'est le seul grand établissement de recherche et d'enseignement supérieur en sciences de la Terre et de l'environnement et des planètes en France. Il n'y a pas d'autre structure de cette nature-là. Et depuis récemment, on a intégré l'Université de Paris en 2019 en tant qu'établissement composante, c'est-à-dire que dans l'université, il y a 3 facultés, plus un grand institut qui est l'Institut de physique du Globe de Paris, ce qui permet aux étudiants de l'Institut de bénéficier aussi de tout le support et de tout l'apport de l'Université de Paris. Alors on va se dire excellent. C'est surtout pour dire que en fait, on arrive à attirer énormément d'étudiants étrangers dans nos formations, mais aussi dans nos laboratoires de recherche. Et ça, grâce à, je pense, une capacité à avoir des outils d'expérimentation et de calcul scientifique qui sont assez attractifs pour tout le monde. Une des particularités de l'Institut et qui fait qu'en fait, on est un peu à part dans l'Université de Paris, c'est qu'on a la charge des observatoires et de services nationaux d'observation. Alors, sur Terre, je présenterai les 4 volcans actifs français et puis mon collègue de Chabalier en parlera plus longuement, et puis même jusque sur Mars, puisqu'il y a un sismomètre conçu par l'IPG qui est actuellement en train de travailler sur Mars. On a aussi vu la vidéo là-dessus, justement, voilà. En direct, je crois, c'était l'année dernière, je crois, ou il y a peut-être 2 ans. Il y a déjà 2 ans, plus de 2 ans. Ouais. Et aussi un observatoire de l'érosion, où là, on fait plus de la chimie, de la géochimie, et puis de la mécanique des fluides. Et ma collègue Marianne Greff vous présentera tous les aspects formation où on a un département des formations et des études doctorales qui sont au sein de l'IPGP, mais intégrés dans l'Université de Paris. Tout ça à travers des partenariats internationaux comme le CNRS, mais d'autres institutions de recherche dans le monde, comme vous pouvez le voir ici. Alors, on est localisé au centre de Paris, au cœur de Paris, ici. Donc là, c'est Notre-Dame, pour ceux qui connaissent, le Jardin des Plantes, et puis l'Université de Paris est localisée ici en bordure. Et les 3 missions de l'Institut, c'est d'abord de faire de la recherche, deuxièmement de l'observation, et bien évidemment, troisièmement de la formation. Tout ça est fait dans des locaux qui sont présentés ici. Alors, donc, la recherche est faite sur des campus parisiens, soit à l'IPG, soit à l'Université de Paris, ou dans un campus à Géosciences Réunion. Et puis, l'observation va être faite, bien évidemment, dans nos observatoires volcanologiques, comme à la Guadeloupe, ou à la Martinique, ou à la Réunion, ou les observatoires magnétiques, comme à Chambon-la-Forêt. L'enseignement, lui, est essentiellement présent sur le site de l'Université de Paris, et pour la partie master et doctorat sur le campus de l'Institut. Alors, sur ces sites, vous trouverez des instruments de dernière génération, des salles propres, par exemple, pour pouvoir faire de la chimie, qui vont nous permettre d'étudier la Terre, d'étudier les échantillons terrestres le plus finement possible, et essayer de comprendre les mécanismes qui vont régir la dynamique de ces éléments, ou alors des centres de calcul qui vont, eux, permettre de modéliser la Terre et notamment, par exemple, son champ magnétique ou sa structure interne. Tout ça se fait aussi en appui et avec l'aide d'observatoires. Donc, l'IPG est en charge des réseaux mondiaux d'observation, et je crois qu'à Djibouti, ici, il y a une station du réseau, une station sismologique du réseau Géoscope, qui est aussi en partie monitorée par l'Institut. Donc, toutes ces données d'observation reviennent sur l'IPG. L'IPG, c'est pas seulement la Terre, c'est aussi l'espace. C'est un laboratoire, on dit un institut très, très attaché au spatial, puisqu'on a des conventions avec le CNES, l'IGN, l'ESA et la NASA, avec des missions phares comme InSight, donc le sismomètre sur Mars, qui est en train d'essayer de permettre aux chercheurs de comprendre la structure de Mars.
mais aussi des participations au futur retour d'échantillons extraterrestres, donc soit des missions chinoises lunaires, des échantillons qui vont revenir de Mars, mais aussi on va pouvoir faire à l'IPG de la géologie depuis l'espace, c'est-à-dire essayer de comprendre la tectonique, le volcanisme, la surveillance des tsunamis grâce à la géophysique de la ionosphère. Ces activités sont développées dans quatre thèmes de recherche qui hébergent les équipes de chercheurs, de doctorants et d'étudiants. Un thème qui va s'intéresser à l'intérieur de la Terre, donc comment la Terre est structurée, comment elle évolue. Un deuxième thème qui va s'intéresser au risque naturel, donc là c'est le risque volcanique, bien évidemment il y a aussi le risque sismique, et puis avec les effets du changement climatique, on peut aussi par exemple, on a des équipes qui étudient les problématiques de glissement de terrain dû à des événements climatiques extrêmes. Le thème système Terre, lui, s'intéresse à la zone critique, c'est-à-dire l'espace sur lequel nous vivons et principalement l'effet de nos activités sur le cycle des éléments dans cette zone critique. Alors, c'est comprendre leur cycle, mais c'est aussi peut-être essayer de remédier à nos actions sur ces cycles, voir comment recycler certains de nos déchets. Et puis enfin, le dernier thème s'intéresse aux origines, alors l'origine de l'univers, l'origine des planètes, mais aussi il y a des chercheurs qui regardent dans les roches, dans les formations anciennes, des traces d'origine de la vie. Donc, on a aussi une composante géomicrobiologique forte dans l'Institut. Tout ça, on veut le développer dans le futur avec 8 enjeux majeurs, alors qu'ils ne sont pas forcément peut-être intéressants pour tout le monde, mais ce qui va vous intéresser peut-être vous, c'est qu'on veut maintenir une forte activité en matière de formation sur les acteurs de géosciences de demain, sur des thèmes qui sont bien sûr toujours les thèmes liés à la Terre interne et aux risques naturels. Regarder les effets du changement climatique sur le cycle de l'eau et du carbone dans la zone critique, essayer de mieux mitiger, comme on dit, les effets du changement climatique en développant des recherches partenariales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'intéresser au stockage géologique du CO2, par exemple, pour éviter qu'il soit rejeté dans l'atmosphère, ou à travailler de concert avec des industriels sur production d'hydrogène naturel ou stockage d'hydrogène, par exemple. Et puis, il y a effectivement toujours les activités spatiales qui vont bien évidemment continuer. Et si vous avez une fibre plutôt analytique ou chimie analytique, le développement de nouveaux instruments, de nouvelles techniques de mesure, comme par exemple le développement d'un sismomètre pour aller sur Mars. Tout ça, vous pouvez le retrouver assez facilement, télécharger les rapports annuels de l'Institut, donc qui sont bilingues, français-anglais. Vous pourrez avoir un aperçu de ce qui s'est passé dans l'année dans l'Institut, avec des focus sur certains thèmes. Donc ici, le focus, c'était bien évidemment en 2018 Insight. En vous abonnant au fil info de l'actualité, eh bien, vous aurez les actualités de l'Institut. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à soit vous abonner à la chaîne Twitter de l'IPG ou même aller regarder la chaîne YouTube de l'IPG où tous les grands séminaires sont enregistrés et mis à disposition. Donc vous pouvez suivre soit en direct, soit en différé les grandes interventions des chercheurs sur des thèmes dont j'ai parlé tout à l'heure. Je crois que même sur cette chaîne, mais Marianne me corrigera peut-être, il y avoir 1 ou 2 MOOC qui sont aussi disponibles. Voilà pour la présentation de l'Institut. J'espère pas avoir été trop long et puis merci pour votre attention. Non, vous inquiétez pas, et vous êtes les derniers de la journée, donc même si on déborde, ce n'est pas grave, aucun souci. Merci à vous. Donc, je passe donc la parole. Alors, vous m'aviez dit. Donc oui, donc à monsieur, voilà, alors de Chevalier. Donc je vais vous passer en animateur. Alors monsieur Benedetti, si vous, en basculant de nouveau en participant, vous risquez de perdre la caméra, donc n'hésitez pas à réactiver celle-ci pour revenir avec nous. Merci. Voilà, donc alors, hop, je redescends. Voilà, et je bascule en animation, monsieur
De Chabalier. Voilà, monsieur de Chabalier, vous pouvez donc insérer votre diaporama aussi, comme l'a fait votre collègue juste avant. Et hop, on va réouvrir le micro et la caméra. Voilà. Donc désolé, c'est vrai que pour ce petit blocage technique, l'application en une année a perdu le nombre autorisé d'animateurs en direct, donc il faut jongler un petit peu. Voilà pour les explications techniques. Donc, je suis en train Euh, de transférer. voilà, allez-y, voilà, prenez le temps de transférer, le temps que ça vienne, pas de souci. Voilà, donc le temps. Je ferme le. Non, non, normalement, si vous, dès que le lien arrivera, normalement après, ça se... Alors, je ne le vois pas apparaître de mon côté. Qu'est-ce que c'est? Pour vous, il se télécharge bien sur la présentation. L'impression. Si vous voyez là, il y a une petite barre verte dessous qui défile au niveau de la progression du transfert et puis après de l'acquisition. Ça va être terminé. Ouais. J'ai l'impression, mais je ne sais pas. Là, je vois pas, parce que là, j'ai la présentation, diapo. Comment s'appelle-t-il votre... PGP CERD, université. Alors ça, non, il n'apparaît pas. J'ai peut-être l'impression que... Et je vois deux fois, alors je ne sais pas pourquoi. Il le transforme en PDF, c'est ça? non, après, normalement, il le reconvertit, enfin, il l'absorbe, enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais il le reconvertit peut-être pour être lisible. Sinon, est-ce que c'est un fichier qui est lourd à votre niveau? 7 mégas, je sais pas. Donc, normalement, ça devrait être, je sais pas, transféré dessus. Ça, je le vois. Là, j'ai la présentation, donc juste avant, de IPGP 27, 21. Vous pouvez peut-être essayer de retransférer de nouveau, je ne sais pas, peut-être que le... Transférer un fichier. Ah voilà, c'est bon. Ah bon? Hop, je vais vous le cliquer. Voilà, c'est bon, je l'avais pas vu arriver. Voilà, je vous l'ai mis en route. Parfait. Voilà. Voilà. Bon. Il y a des choses qui apparaissent qui sont barrées, je ne sais pas pourquoi. Donc, moi, ce que je vais vous présenter maintenant, ça va être les collaborations actuelles qui existent ou qui débutent avec, entre le CERD, entre l'IPGP, le CERD et l'Université de Djibouti. Alors, ces activités, donc, elles sont autour principalement de l'Observatoire géophysique d'Artak, qui dépend du centre de recherche de Djibouti, mais avec l'aide aussi de l'ambassade de France. Ça, c'est important, puisque depuis le début, depuis la fondation de cet observatoire, l'ambassade a toujours eu un rôle important. Et depuis peu, on a tissé des liens avec l'université. Suivante. Alors après, c'est là qu'il est passé, d'accord. Alors, comment on fait? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on fête les 100 ans de l'IPG, on fête aussi les 50 ans, quand même, de l'Observatoire géophysique d'Arta. Bientôt, enfin, dans peut-être un an ou deux, on ne sait pas exactement la date. Et je vais insister là-dessus, puisque c'est quand même un outil assez exceptionnel. Djibouti est à sa disposition. On verra plus tard. Donc, en fait, l'observation géophysique sur la phare en général, mais Djibouti en particulier, a démarré dès la fin des années 60, au moment de la théorie fondatrice des sciences de la Terre, de la tectonique des plaques.
dès le début, nos aînés, Tazieff, Varey, Marinelli, donc des équipes principalement franco-italiennes, avec les Djiboutiens et les Éthiopiens, ont commencé à cartographier, se rendant compte que c'était un lieu vraiment unique pour étudier les phénomènes d'accrétion océanique, donc d'ouverture océanique qu'on trouve la plupart sur la planète sous des kilomètres d'eau. Alors donc l'observatoire a été créé autour de 73, on pense, les premières stations, et puis aujourd'hui il y a 5 personnes en charge de la recherche, de l'ingénierie et de la maintenance des réseaux, sous la tutelle du CERD, et avec en partenariat avec l'IPG de Paris et l'IPG de Strasbourg. Donc, c'est une limite de plaques tectoniques qui est assez unique sur la planète, puisqu'elle est émergée en grande partie. Là, vous voyez les deux rides d'Aden et de la mer Rouge qui sont donc bien développées dans leur partie est et nord, et qui forment un coin triple assez diffus avec les riffs est-africains, un coin triple en extension, où elles ne sont pas connectées, et cette connexion se fait par une déchirure continentale qui n'est pas encore aboutie à travers un peu de Djibouti et une partie d'Éthiopie donc, et de l'Érythrée. Ici, vous avez en noir des zones sismovolcaniques qui sont actives actuellement, mais qui, vous voyez, sont en pointillés puisqu'elles ne se connectent pas parfaitement et sont encore émergées. Et donc, c'est l'activité sismique et tectonique de cet endroit qu'on peut de manière unique, observer en mettant les pieds dessus et les mains dessus pour pouvoir arriver à faire des mesures en direct. Alors, on a aussi des événements sismologiques, sismovolcaniques qui sont produits depuis ces dernières décennies et qui ont été largement étudiés. Bon, dans l'ordre chronologique, il y a eu des événements à Mandiaï-Nakir, à la frontière au nord de Djibouti. Dans les années 60-70, des séismes dans le bloc de Tadjoura qui ont quand même affecté lourdement Djibouti, puisqu'il y a eu des destructions assez importantes. Donc le risque sismique existe, même s'il est modéré sur la République de Djibouti. L'événement d'Assal et de Yarbokoba en 1978. Et puis d'autres événements, comme par exemple le Mandara en 2005 en Éthiopie, mais qui ressemblait beaucoup au rift d'Assal, et d'autres événements purement sismiques, comme Deby et Cerdo en 89 et 69, qui ont produit des séquences de séismes assez importantes. Comme on va le voir, je vais vous montrer juste quelques exemples d'images de terrain. Voilà, donc ici, Mandiaï-Nakir, un plancher océanique est fracturé par des fissures éruptives et du volcanisme en 1929. Le lac Assal avec l'Ardukoba, un volcan qui a été en éruption pendant une semaine en 1978. Le Mandarao en 2005-2010, qui a été un événement phénoménal, puisqu'il y a eu 60 km de fracture d'ouverture, 60 km sur 60 km de distance. Le rift de Mandarao s'est ouvert de plus de 15 mètres en quelques minutes, avec différentes injections de dikes qui ont été étudiées en détail. Et puis la séquence de Deby en 89, qui est assez remarquable, avec 6 séismes à altitude supérieure à 6, qui est à la frontière avec l'Éthiopie, vers Galafi, à la frontière éthiopienne et djiboutienne, qui a aussi affecté lourdement Yudoki à l'époque. Bon, donc des événements importants qui sont produits. Alors, l'observatoire d'Arta, aujourd'hui, ah oui, d'accord, donc il n'y a pas l'animation. Donc, l'observatoire d'Arta, aujourd'hui, c'est un outil assez exceptionnel qui permet de pouvoir. C'est un réseau de stations sismologiques modernes. Tout a été modernisé ces dernières années, avec des stations sismologiques, comme vous voyez en haut à droite, de la transmission en temps réel, des acquisitions informatiques, donc toute une infrastructure qui est opérationnelle, des données produites au standard mondial, et on a 50 ans de données disponibles, en particulier depuis quelques années des données de très haute qualité. Et on peut dire qu'en fait, l'observatoire d'Arta
à Djibouti aujourd'hui, il est comparable aux meilleurs observatoires du monde. Et donc, il peut avoir aussi, il peut accueillir et c'est l'occasion, c'est un outil qui doit être au service de, 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 de la recherche et aussi de l'enseignement à Djibouti, et il a la capacité de pouvoir le faire. Alors, quelques données de l'observatoire. Ici, j'ai présenté, donc, ici à droite, la carte de sismicité des 3 derniers mois, de 2021, avec un petit focus sur un séisme qui s'est produit le 16 octobre, qui a peut-être été ressenti par certains des ceux que vous écoutez, hein. Magnitude 4. Et puis autrement, d'autres types de données. Voici des déformations, puisqu'il y a aussi un réseau GPS, et on peut voir ici les vecteurs. La vitesse moyenne, on voit où s'ouvrir le golfe de Tadjoura à une vitesse d'environ 10-15 mm par an, avec les vecteurs et les séries temporelles que vous pouvez voir en haut à gauche, entre 2010 et 2021. L'observatoire accueille aussi des stations mondiales. Marc en a parlé tout à l'heure, des stations Géoscope, mais aussi des stations de nos collègues de l'Institut géographique national d'ICMES, une station Regina, une station géodésique pour la référence géodésique du monde, et leur bibliographie, des stations Doris d'orthographie, et puis des stations Cité BTO, notamment les stations sismiques, et une station infrason. Alors, pour finir, je vais dire que c'est un outil de recherche et de formation qui, au-delà des études qui pourraient être faites, bien sûr, à l'aide de l'Université de Paris ou de l'Institut de physique de Paris, c'est aussi un outil que doivent s'approprier en fait les enseignants, les étudiants et les chercheurs à Djibouti, car il y a de quoi exploiter énormément de données. C'est aussi un endroit pour se former, aussi, pour l'ingénierie, l'instrumentation, l'électronique, l'informatique, aussi sur le traitement de données. C'est aussi un réseau très développé, puisqu'il couvre quasiment toute la République du Djibouti, avec des réseaux Wi-Fi en temps réel qui permettraient de mettre d'autres capteurs environnementaux pour pouvoir développer d'autres types de recherche. Et actuellement, donc, la collaboration avec le CERT qui dure depuis 50 ans, là aussi, on a développé des nouvelles relations avec, en particulier, la faculté d'ingénierie, dans les départements de Big Data, dans l'auto-électronique, on va des projets ensemble, ainsi que des contacts en géographie qu'on va développer aussi ensemble. Voilà les terminés sur les aspects de collaboration qui ont été faits, qui sont actuels entre les instituts de Djibouti et l'IPGP. Merci beaucoup, Monsieur de Chavalier. C'est très très important aussi, voilà, de faire un petit focus, voilà, sur tout votre travail et tout ce qui est actuellement en place à Djibouti. Je vais donc passer la main donc à Madame Marianne Greff en redescendant et en redésignant. Voilà, donc. Monsieur de Chavalier, n'hésitez pas à réactiver votre caméra, hein. Le changement de statut fait que vous perdez juste quelques instants la connexion. Voilà, Madame Grève, donc à vous. Oui. Voilà, donc vous avez votre diaporama. Il est ouvert quelque part sur mon écran. Alors attendez, je vais le chercher. Alors sur votre écran, donc soit sur un partage de bureau, vous pouvez le diffuser, ou sinon l'insérer. Je vais le mettre directement, si je peux le mettre directement là-dessus. Voilà, si vous avez besoin que je vous aide, dites-moi, je suis là pour ça. Oui, ça... attendez, alors là, je vois pas. Il faut que j'aille dans transférer un fichier, c'est ça? Ah, voilà. Si vous avez transféré un fichier, c'est apparu, donc j'appuie, je choisis. Voilà, vous choisissez votre fichier, vous le laissez tranquillement charger. Voilà, et puis quand il arrivera, voilà, il va se transférer, il va être converti par le logiciel, enfin l'application. Puis une fois que ça sera bon, on le lancera et vous pourrez donc nous expliquer un petit peu donc toutes les formations et voilà, on va laisser le temps de finir. Soyons un petit peu patients. Alors on a perdu. Non, donc
nos interlocuteurs. Ouais, ça devrait arriver. En tout cas, donc, merci à vous aussi, hein, Madame Grève, d'avoir répondu à l'appel. C'est vrai que, en fait, de façon anecdotique, j'étais en train donc de finaliser donc l'intervention de la filière CCA, donc comptabilité et contrôle audit avec l'Université de Paris. Puis quand je regardais un petit peu sur le site internet pour regarder un petit peu les logos, enfin faire notre montage, et j'ai vu en plein milieu l'IPGP, je dis mais c'est Oui, une très d'accord. curieuse coïncidence. Monsieur de Chabalier arrive dans un gros mois à peine maintenant, hein, sur Djibouti pour justement aller à l'observatoire géophysique d'Arta. Je dis, bon, je lui ai envoyé un mail et il a eu l'amabilité de répondre favorablement, de vous mettre aussi dans la boucle. Donc voilà, c'est en tout cas pour nous très appréciable et apprécié, voilà, d'avoir une belle institution comme la vôtre à présenter voilà, tout ce que vous faites, présenter aussi ce qui se passe aussi à Djibouti, parce que ça permet aussi comme ça aux étudiants un petit peu de s'approprier. Hein, l'IPGP, ça peut paraître tellement, enfin si on ne connaît pas, un peu hors norme, mais en même temps, ça fait partie d'un environnement très important. Voilà. Bah, écoutez, formation à l'IPGP, Voilà, nous y ça apparaît sommes. bien. C'est apparu, voilà. Bah, écoutez, je vous laisse la main. À tout à l'heure. Enfin voilà, on vous écoute. Merci. Je vous remercie. Donc, bah, je vais vous présenter. Alors, je ne savais pas jusqu'à quel niveau de détail rentrer, donc j'ai choisi de faire une présentation assez générale, et puis éventuellement, j'ai quelques slides supplémentaires avec des. Très Je bien, voulais très pas très bien. détailler toutes les maquettes de licence master, parce que sinon, on y sera encore dans 2 heures, donc j'ai essayé d'avoir des choses assez synthétiques, puis on y reviendra s'il y a des questions. Donc, la formation à l'IPG. Donc, la formation à l'IPG, elle se fait au sein du département de formation et des études doctorales, ce qu'on appelle le DEFED, hein, dont je suis la directrice et dont la directrice adjointe est Isabelle Martinez. Donc, comme mon collègue vous a présenté un peu toutes les parties recherche de l'IPGP, moi j'ai fait un petit calcul du le potentiel enseignant en fait pérenne qu'on a à l'IPG. Donc on a environ 20 professeurs et 21 maîtres de conférence, et on a également du personnel, en fait des physiciens et des physiciens adjoints qui participent à l'enseignement tout en s'occupant de tâches d'observation. Et donc on a également à peu près 35 personnes. Donc quand je fais le calcul de tout ça, on a un peu plus de 10 000 heures de cours en fait qui sont données chaque année. C'est pour vous donner à peu près l'enveloppe. Donc on est un petit institut, mais on a quand même un fort potentiel enseignement. Et donc nous intervenons aux 3 niveaux en fait du LMD. Donc je vous rappelais que le LMD, c'est les différents paliers de l'enseignement supérieur en France et en Europe. Donc nous avons une licence, donc en L, en 3 ans, un master en 2 ans et un doctorat. Donc on intervient à tous les niveaux. Donc je vais vous décrire maintenant assez rapidement, le premier niveau, un peu plus le master, parce que je pense qu'on a pas mal d'étudiants étrangers là qui peuvent arriver en master, et puis bon, le doctorat avec quelques chiffres. Donc je vais commencer donc par la licence, en insistant bien sur une particularité de notre licence, c'est que la façon dont on enseigne les sciences de la Terre à l'IPG de Paris, c'est une manière très quantitative. C'est-à-dire que pour nous, surveiller, analyser, comprendre la Terre, en fait, ça demande des connaissances très très solides en mathématiques, en physique et en chimie. On n'est pas du tout une licence qualitative, hein, on est vraiment une licence très quantitative. Et donc nos formations sont fortement ancrées sur des fondamentaux en mathématiques, en physique et en chimie, surtout en première année, toujours dans les autres années, mais au fur et à mesure, on s'ouvre un petit peu plus, bien sûr, aux problématiques en sciences de la Terre et en environnement. Donc ça, c'est un point particulier. Il faut bien prévenir les étudiants, hein. On aura beaucoup de maths, de physique et de chimie si on vient faire une licence à l'IPG. Et d'ailleurs, pour réussir, hein, on demande un bac scientifique avec des bases solides en mathématiques et en physique-chimie. Un autre point particulier de notre licence est que chaque année, on propose un stage terrain à nos étudiants. Donc ça, c'est plutôt un point très positif, hein. Ça ne peut pas se faire partout. Mais donc en L1, c'est un stage de quelques jours. Et au fur et à mesure des années, ça devient vraiment du stage terrain, hein, donc où les étudiants vont vraiment sur le terrain. Également, du fait du nombre d'équipes très diversifiées qui existent à l'IPG de Paris, hein, donc mon collègue vous en a parlé, là, on est autour de 17, hein, on a vraiment beaucoup de domaines en sciences de la Terre et en environnement qui sont à l'IPGP, et ça permet en fait à nos étudiants de faire dès le L3 en fait un stage en laboratoire, hein, ou alors un stage en entreprise, hein, suivant leur filière. Mais donc on a vraiment cette partie, je dirais, projet, initiation à la vie professionnelle, hein, qui se fait durant la licence. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure. D'accord, merci. Donc maintenant, alors,
Notre licence, elle est un petit peu compliquée. Je pense que pour des étudiants via Campus France, on va essentiellement parler de ce qu'on appelle un parcours terre-environnement. Mais en fait, au fil des années, on a mis en place d'autres parcours. Alors, je fais peut-être une petite parenthèse pour votre information. Donc, c'est des parcours qui conduisent à un double diplôme, et c'est vraiment des parcours qui sont basés sur l'excellence. Donc, on en a 3. On a un parcours qui s'appelle Aster. Donc, en fait, les étudiants dans ce parcours-là, en plus de la licence de sciences de la Terre, vont faire une licence soit en chinois, soit en japonais, soit en langue arabe. Pour le moment, on a les 3 qui sont proposés. Donc, ça se fait en collaboration avec l'Université de Paris, donc avec Alceao, puis également avec l'INALCO. On a ouvert l'année dernière un autre double diplôme en collaboration avec Sciences Po. Donc, c'est des étudiants qui ont intégré Sciences Po et qui, en plus de leur diplôme là-bas, font chez nous un double diplôme en sciences de la Terre. Et donc, le but étant, au bout des 4 ans en fait, de Sciences Po, qu'ils aient des solides connaissances en tout ce qui est politique de la Terre, politique de la Terre et environnement. Et puis, cette année, nous avons ouvert, donc là, c'est tout récent, mais donc quelque chose qu'on appelle le CPES, qui est un cycle pluridisciplinaire d'études supérieures, qui est un lien entre Université de Paris et les classes préparatoires. Donc, c'est un cycle que nous avons ouvert avec le lycée Janson de Sailly, qui a une prépa BCPST. Et donc, les étudiants suivent là-bas tous les fondamentaux, donc les maths, la physique, la science de la vie. Et puis, chez nous, ils vont suivre des cours en plus en sciences de la Terre, donc ils vont pouvoir avoir une expérience un peu... oui, d'avoir des enseignants qui sont beaucoup plus liés à la recherche, donc ce qui est propre à l'université, donc qui complète bien la partie plus fondamentale des classes préparatoires. Donc ces 4 parcours coexistent au cours du L1 et du L2. Et puis arrivé en L3, donc pour le parcours Terre-Environnement, là on propose 2 parcours. On a un parcours qui est plus Terre, donc qui est plus géosciences fondamentales, donc avec de la géochimie, de la géologie, de la géophysique, et puis un parcours plus environnement. Donc là, les 2 parcours vont il y a un tronc commun, bien sûr, mais les 2 parcours vont se différencier. On a toujours nos 3 parcours qui continuent, sachant que les parcours CPES et Poter, eux, sont très axés sur la filière enseignement, et que le parcours Aster peut choisir entre les 2. Et nous ouvrons également au niveau des L3 2 licences professionnelles. Donc la première, c'est une L3 Pro qui est gestion et traitement des déchets, que j'ai appelée GTD, et la deuxième qui s'appelle MEGA, qui est méthode d'exploitation en géophysique appliquée. Donc je sais que typiquement, mon collègue en GTD, chaque année, il reçoit beaucoup de demandes de candidature via Campus France. Alors évidemment, c'est une filière très très sélective, mais il y a déjà des collaborations qui existent. Donc je pourrais revenir après plus en détail sur les programmes. Donc en termes de capacité d'accueil, en fait, on est une petite licence, parce qu'au total, nous n'avons que 80 étudiants. Donc ça, c'est lié aussi à notre potentiel enseignant. Donc les étudiants, ils se répartissent comme ceci. Donc, dans la filière Terre-Environnement, on a une 20aine de places. Dans la filière Aster, donc, qui est liée aux langues orientales, on a 15 places. Avec Sciences Po, on a 20 places. CPES, on en a 10. Attendez, je les ai perdus. CPES, on en a 15, pardon, dans notre parcours. Donc, c'est un parcours énergie-environnement. Et cette année, on a ouvert également donc, une dizaine de places, donc, ce qu'on appelle les licences LAS, donc les licences accès santé. Donc, ça, je pense que je ne vais pas du tout en parler parce que, en fait, pour nous, côté sciences de la Terre, ces 10 étudiants sont mélangés avec notre parcours Terre-Environnement. Pour nous, c'est transparent, en fait. D'accord. Mais ça a ouvert cette année, donc je voulais quand même le mentionner. Voilà. Donc, normalement, à l'issue des 3 ans, nos étudiants obtiennent une licence. Donc, à part pour les 2 L3 Pro, le reste de la licence, c'est une licence très généraliste. Donc, en fait, ça ouvre pas sur un métier immédiatement, ça ouvre plutôt sur un master. Donc on est assez fiers parce que je vois l'an dernier, tous nos étudiants ont trouvé des masters. Donc ils ne continuent pas forcément chez nous. Souvent, les étudiants maintenant aiment beaucoup bouger entre la licence et le master, pour les étudiants français. Mais bon, on en a à peu près une petite moitié qui continue chez nous, donc dans le master STPE, dont je vais vous parler tout de suite. Et puis les autres, ils trouvent à l'extérieur, donc souvent dans d'autres masters en géosciences ou d'autres masters en environnement. Donc là, je vais vous présenter un petit peu plus en détail notre master STPE, donc Sciences de la Terre, des planètes et environnement. Alors c'est vrai que mon camembert est un petit peu chargé. Donc on a beaucoup de parcours, c'est pas évident de s'y retrouver. Donc je vais d'abord parler du M1, pardon. Donc j'ai fait des camemberts de couleur, c'est pour vous donner les capacités d'accueil. Vous voyez, pour dire qu'on n'est vraiment pas très nombreux. En tout, on a 85 étudiants en M1 et on en a capacité d'accueil de 128 en M2. Bon, ça c'est les chiffres de cette année. L'an prochain, on est en train, chaque année, on réajuste un petit peu, mais bon, l'ordre de grandeur ne va pas changer. Donc en fait, on a différents types de filières. On a des filières recherche en master et des filières pro.
Donc si je cite un peu les filières recherche, et je vais y revenir après, donc on a géologie, géophysique, risque naturel. On a une filière qui s'intitule 3GE pour géochimie, géobiologie, géomatériaux. Et une filière qu'on appelle FRS pour Fundamentals of Remote Sensing, donc qui est plus tout ce qui est lié à la télédétection. Donc ça, c'est des filières qui existent en M1 et en M2. Et en M2, on a une filière internationale. En fait, on a ouvert un master international en sciences de la Terre solide pour une dizaine d'étudiants, mais qui ouvre qu'en M2. Donc ça, c'est un master qui est entièrement en anglais. Et puis, nous avons 3 masters pro, dont un qui existe en M1 et en M2, qui est un master qui s'appelle Génie de l'environnement et industrie, qui est en commun avec le master risque environnement de UP. Nous avons un master GPA, donc pour géophysique appliquée. Je vous en parlerai un petit peu après. Ce master-là, enfin, dans les 2 masters pro, chaque année reçoivent bien sûr des dossiers de Campus France. Et donc, on sélectionne d'abord les dossiers, donc c'est une sélection qui est très très stricte. Et puis, ont des entretiens avec les candidats. Donc, typiquement, ma collègue là, qui s'occupe de GPA, je discutais avec elle tout à l'heure, pour 100 dossiers, elle va peut-être en sélectionner 4 ou 5, c'est vraiment très sélectif. Elle va les rencontrer ensuite en entretien, et comme la filière GPA, ils ont entre 10 ou 12 étudiants, elle peut en prendre jusqu'à 3, 4. Donc, il peut y avoir 25% de sa promotion qui est issue de la filière, je dirais, Campus France. Et en général, c'est des étudiants qui marchent très très bien. Et puis la dernière filière, donc chimie et géochimie analytique et environnementale. Donc je vous ai mis le nom des responsables qui s'occupent de ça. Donc là, je vais faire juste un petit listing sur les différents parcours, parce que je pense que c'est ce qui peut intéresser les étudiants à voir ce qu'on propose. Donc le premier, c'est le parcours géophysique. Donc ça, c'est un parcours recherche, donc, dont le but est d'acquérir des notions de base en géophysique et puis de comprendre en fait tous les processus complexes qui peuvent exister dans la Terre. Et donc, il y a beaucoup. Alors, ça va être un parcours où il faut aimer les maths et la physique, c'est clair, pour faire un parcours géophysique. Et donc, on a les méthodes, les mesures et tous les modèles en sciences de la Terre, en géophysique de la Terre profonde, avec également donc, tout ce qui comprend la géodynamique, la tectonique, les systèmes volcaniques, la planétologie. Donc, un des points de notre master aussi, tout comme pour la licence dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est qu'on a beaucoup de stages terrain. Donc, typiquement pour le parcours GP, ils vont faire 2 fois une semaine de stage terrain, un en géologie, un en géophysique appliquée. Et ils ont également, donc, au niveau du M1, donc, un stage en laboratoire, donc, qui est au minimum de 2 mois et puis qui peut durer jusqu'à 5 mois. Donc ces stages en laboratoire, donc pareil, ça s'appuie beaucoup sur les équipes de l'IPG. Et puis bien sûr en M2, donc là, après le M2 c'est différent, il y a toujours des stages terrain, puis un grand stage en laboratoire de 5 mois. Mais on permet également, donc ça je peux peut-être le souligner en passage, dans le cadre de ces stages en M1, donc comme vous disait mon collègue Marc Benedetti, on a la responsabilité également à l'IPGP des observatoires, et en particulier de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique. Et chaque année, dans le cadre du stage en laboratoire de M1, on envoie un étudiant à la Réunion, un à la Guadeloupe ou un à la Martinique. Et en général, le DFED prend en charge une partie du billet, enfin, aide financièrement l'étudiant à pouvoir partir faire son stage là-bas. Donc c'est vrai que ça motive pas mal les promotions. Sachant qu'on ne paye pas plus que 3 étudiants par an. Donc pour le parcours ensuite, donc géologie, c'est un petit peu, donc là je vous ai listé pareil les mots-clés, j'ai repris les mots-clés, donc vous trouverez le détail de toutes les maquettes sur le site de l'IPG. Donc c'est bien sûr des cours de géologie, de tectonique, de volcanologie, géosciences marines, géomorphologie, puis également des cours liés à tout ce qui est aléas et ressources naturelles. Donc là ils ont 2 stages terrain et puis pareil les stages en laboratoire. Donc ensuite, le parcours 3GE, donc géochimie, géomatériaux, géobiologie et environnement. Donc là, évidemment, c'est tout ce qui est lié à la géochimie, puis donc pareil, aux compréhensions des processus complexes au sein de la Terre. Et les cours, ça va être de la géochimie, de la minéralogie, volcanologie, géobiologie, géomatériaux. Et avec pareil, donc un stage terrain, donc lui qui est plutôt lié à un stage biogéosol, donc à des problèmes d'eau, de sol, etc. Et puis le stage en laboratoire. Donc ça, c'est les parcours recherche. Donc, l'autre parcours recherche, c'est le parcours risque naturel. Donc là, il y a beaucoup de cours communs avec la géophysique, parce qu'il y a des notions de base en géophysique communes avec le master géophysique. Et il y a également des cours qui sont plus liés aux systèmes naturels complexes et aux aléas. Donc vous retrouvez tout ce qui est mesure, modèle et surveillance des systèmes naturels, aléas et risques naturels, sciences de la Terre, et puis des cours plus de base en sismologie, volcanologie, tectonique, et également des cours sur ce qui est lié au glissement de terrain, glaciers, tsunamis, les ondes océaniques, etc. Donc vraiment une partie plus propre au risque naturel. Avec pareil, donc des stages terrain et des stages en laboratoire.
Donc, une autre filière qu'on propose et qui est peut-être moins intuitive pour un étudiant, c'est une filière en fait qui va former des physiciens en télédétection, spécialistes en télédétection. Parce qu'effectivement, pour comprendre la Terre, il faut aussi savoir l'observer, donc on a besoin de méthodes de télédétection. Donc là, on a une filière qui est... Donc en première année, le M1 a beaucoup de cours communs avec le M1 géophysique, et en deuxième année, le M2, donc il est commun avec l'université Sorbonne Université, et puis également avec quelques grandes écoles d'ingénieurs sur la place parisienne. Donc en fait, les cours, vous allez retrouver, donc c'est vraiment de la physique, donc électromagnétisme, radiométrie, transfert radiatif, de l'orbitographie, tout ce qui est traitement des données et images, des cours de modélisation numérique, et puis avec beaucoup d'applications à la télédétection, donc pour observer la Terre, donc avoir des informations sur la géophysique interne et externe, les risques naturels, la cartographie des écosystèmes, des ressources terrestres, des explorations également du système solaire avec les études de la ionosphère, etc. Et puis, bon, j'ai mis là, il y a des cours de droit de l'espace. Et donc, dans ce cours-là, il y a un projet en observation spatiale, et puis il y a également un stage de terrain, géophysique appliquée, et puis les stages en laboratoire. Donc ça, c'est pour le M1. Donc ça, c'était pour la partie master plus recherche. Donc maintenant, je vais dire quelques mots sur les masters professionnels. Donc en particulier, donc on a un master qui est sur les 2 ans, en M1 en M2, qui s'intitule Génie de l'environnement et de l'industrie, dont le but est de former au métier de l'environnement. Donc en fait, c'est pour tout ce qui est pour identifier, prévenir et traiter les impacts environnementaux des activités industrielles et des activités tertiaires. Donc ça, c'est un master qui est sur 2 ans, donc c'est un master qui est en alternance. C'est-à-dire que les étudiants, donc ce master est très sélectif, il ouvre 18 places en M1, 18 places en M2. Donc déjà, il faut avoir un très bon dossier, il y a un entretien, et en plus, il faut trouver une entreprise qui accepte de financer l'alternance. Donc c'est-à-dire que l'étudiant passe un certain temps avec des cours fondamentaux chez nous, et ensuite, il travaille dans l'entreprise qui l'emploie. Et donc les différentes thématiques de ce master, je peux les lister, donc ça va être tout ce qui est analyse et contrôle des pollutions dans les milieux, donc eau, sol et air, l'étude et conception de procédés et de procédures propres, il y a tout ce qui est gestion et traitement des pollutions, gestion, traitement et valorisation des déchets, et puis des choses qui sont liées à l'audit dans différents domaines, donc dans la qualité environnementale et dans la performance énergétique. Et donc ce master se déroule sur 2 ans. Donc, un autre master professionnel qui, lui, n'existe qu'en M2. Donc, c'est le master dont je vous parlais tout à l'heure, géophysique appliquée. Donc, pour former des professionnels pour la prospection géophysique dans les domaines à la fois du génie civil, des ressources minérales et de la gestion de l'environnement. Donc, avec des cours d'imagerie géophysique, donc tout ce qui est sismique, électrique, électromagnétique, gravimétrique, radar. Des cours de système d'information géographique, des statistiques, du traitement du signal, des problèmes inverses, etc. Donc ce master-là, il est uniquement en M2, il fonctionne soit en formation initiale, soit en alternance. Donc évidemment, l'alternance est à privilégier, mais si un étudiant n'a pas trouvé d'entreprise pour financer l'alternance, il peut suivre le cours en formation initiale, et puis à ce moment-là, il fait un stage pour pouvoir valider son année. J'ai perdu mes slides, pardon. Et donc, pour terminer, ça c'est le dernier master que je connais moins, mais mon collègue Marc Benedetti doit bien le connaître. Donc, c'est le master CGAE, donc chimie et géochimie analytique et environnementale, qui forme des experts dans l'observation et la compréhension des mécanismes de transfert qui affectent les composés minéraux organiques dans l'environnement. Donc, avec des cours de géochimie environnementale, de chimie analytique, mécanismes de transfert et de stratégie d'échantillonnage. Donc ça, c'est un parcours qui n'existe qu'en M2 et dont tous les cours sont en anglais. Voilà. Et le dernier parcours, donc pareil, un parcours international, qui s'appelle IMSS, donc pour International Master in Solid Earth Sciences. Et donc l'idée, c'est de former en fait des étudiants en géosciences avec un très bon niveau sur tout ce qui est lié à la Terre solide, donc avec des cours en géophysique, en géologie et en géochimie. Donc en fait, ce master-là s'appuie sur des cours qui existent pour la plupart déjà en M2, qui sont avec des fondamentaux en géophysique, en géologie et en géochimie. Et puis ensuite, ils choisissent des options parmi les autres parcours, dans la mesure où ces options sont ouvertes en anglais. Et puis, il y a bien sûr un stage qui peut se réaliser soit dans un labo de recherche, soit dans une compagnie, suivant le choix de l'étudiant. Voilà, donc j'ai fait le tour, je pense, à peu près de toutes les spécialités de master. Donc ensuite, une fois que nos étudiants ont fini le master, on va arriver au doctorat.
Donc évidemment, les masters professionnels, en général, ça ouvre plutôt pour aller directement chercher un travail, mais bon, certains après peuvent faire quand même des bourses cofinancées par l'industrie. Et puis nos masters recherche, eh ben, normalement, ils souhaitent faire une thèse. Donc là, j'ai pas trop détaillé mais on a je vous parle juste quelques chiffres sur l'école doctorale en fait, qui s'appelle Step Up, qui existe à l'IPGP et qui est en collaboration donc avec l'Université de Paris, avec la physique de l'univers. Donc là, je vais vous parler que de la filière sciences de la Terre, de l'environnement, parce que c'est vraiment celle dont on s'occupe à l'IPG. Donc juste quelques chiffres. Pour chaque année, on a entre 25, donc c'est une moyenne sur les 3 dernières années, on a entre 25 et 30 nouvelles thèses qui démarrent. Pour la moitié, ce sont des étudiants étrangers, donc c'est quand même une école doctorale qui est très ouverte sur l'étranger. Et puis, parmi les doctorants, en fait, on en a à peu près la moitié qui sont issus du Master Step, et puis une autre partie qui viennent de l'extérieur. Et donc, on a un concours d'entrée à l'école doctorale qui est assez sélectif. Donc, on a à peu près en moyenne chaque année 10 à 12 bourses de thèse, en fait, qui sont données par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation. Et donc les autres thèses en fait sont financées sur différents autres types de financements, donc soit sur l'IDEX de l'Université de Paris, on a des financements par le CNES, par des ERC portés par des chercheurs de l'IPG ou des ANR également. Par aussi, on a quelques bourses chaque année CSC, donc c'est une collaboration avec la Chine. Et puis, je ne vous ai pas tout listé, mais on a d'autres bourses un petit peu divers. Mais bon, chaque année, on a en gros à peu près 25 à 30 nouvelles thèses qui démarrent et qui sont financées. Voilà, donc je pense que c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Et puis donc après, je peux rentrer plus dans les détails, suivant les questions. Et donc pour tout ce qui est maquette, vous trouverez tout sur le site de l'IPG. On a un site formation, donc vous cliquez sur les différents parcours et vous avez les maquettes, les différents responsables, les gens à contacter, etc. Donc tout le détail. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Bon, là c'est vrai qu'on est à un niveau d'étude qui est bien évidemment très proche de la recherche, très très élevé. Je savais qu'on était sur un domaine assez restrictif, et surtout très sélectif. C'est vrai que j'avais une question mais vous avez répondu assez vite, c'était le nombre de places qui étaient éventuellement proposées à votre niveau. Effectivement, vous avez à peu près 80 étudiants en première année. Oui. En première année. Donc, voilà, ça donne un peu la dimension des exigences que vous demandez au niveau des étudiants. Après, peut-être un peu la question classique, mais est-ce qu'il y a des profils particuliers au-delà effectivement des spécificités ou des prérequis en mathématiques, physique et chimie que vous avez évoqué avant, mais est-ce que dans les étudiants que vous sélectionnez, vous parfois essayer de dénicher un profil un petit peu plus atypique pour essayer de donner la chance à cet étudiant-là, ou vraiment vous êtes, parce que les exigences de la formation et puis des métiers à venir font que vous vous arrêtez quand même d'abord à un dossier académique extrêmement solide, parce que vous savez que derrière le niveau ne permettra pas à un étudian de... Voilà, enfin, alors, un peu ça peut l'idée. Ça va dépendre un petit peu à quel niveau. C'est sûr qu'au niveau du L1, on a des règles qui ont été établies, parce que pour les étudiants français, via notre plateforme en fait, pour recruter les étudiants français qui s'appelle Parcoursup, en particulier avec le nouveau bac, on a mis des règles très très précises. On veut que les étudiants aient fait au moins, les 3 modules scientifiques en première, les 3 options scientifiques, donc maths, physique, chimie et sciences de la Terre, et puis en terminale, qu'ils en aient au moins conservé 2, si possible maths et physique, chimie, et puis si jamais il n'y a pas, si c'est physique, chimie et sciences de la Terre, qu'ils aient au moins pris maths complémentaires. Donc ça, c'est le minimum. On demande au minimum 10 de moyenne en terminale à ce bac-là. Donc ça voilà. Sera pareil pour tout le monde. Normalement, effectivement, le nouveau bac, parce que j'ai ma fille aînée qui est en première, donc moi aussi, je suis des anciennes générations de bac, donc où c'était le bac D, bac C, c'était un peu plus simple. Mais c'est vrai, voilà, normalement, à partir du moment où la matière principale n'est pas choisie, elle devient complémentaire. Donc de toute façon, si en première, maths, physique, chimie, puis SVT est choisi,
les complémentaires resteront là. Donc pour vous, en tout cas, c'est vrai que par rapport au bac français, ça va être ces critères-là. Et pour des étudiants étrangers, donc quels seraient plus vos critères? Parce que je suppose effectivement que vous devez avoir des profils de tous horizons. Donc les systèmes de notation ne sont pas forcément les mêmes. Donc sur quoi vous, enfin, quels seraient enfin, si vous aviez des conseils à donner à des étudiants, comment vous je ne veux pas rentrer dans vos systèmes de sélection. L'idée n'est pas non, je comprends bien, mais clairement, si on regarde, on regarde les notes en maths physique, hein, donc dans la formation, mais on regarde également, on essaye d'avoir des informations sur le contenu de la formation, parce que suivant les pays, effectivement, c'est pas du tout les mêmes intitulés que chez nous, donc ça n'a parfois rien à voir. Donc c'est vraiment après au cas par cas, on regarde les dossiers un par un, et on regarde les lettres de motivation aussi, évidemment, pour être sûr que la personne demande une licence qui correspond à son projet professionnel, évidemment. Par exemple, chez nous, on ne formera pas quelqu'un qui veut être professeur en SVT dans un lycée ou un collège. Ça sera fait au niveau de l'Université de Paris dans la licence Sciences et Vie de la Terre. Donc ça, c'est important de lire les lettres de motivation pour essayer, effectivement. On ne fait pas d'agronomie, par exemple, ou d'écologie, parce que c'est des thèmes, quand on voit environnement, on reçoit souvent des dossiers qui ne correspondent pas du tout à notre formation. Donc la lettre de motivation est très importante aussi. D'accord. C'est important de le préciser, oui. Ouais. Effectivement, la cohérence du dossier, c'est assez important parce que je dirais même nous à notre niveau, même si on essaye d'être les meilleurs conseillers possibles, on ne sommes pas non plus conseillers d'orientation, donc c'est tout l'intérêt justement de ce webinaire, c'est de bien rappeler ces prérequis-là et puis effectivement d'avoir une bonne idée de son projet pédagogique et de son projet professionnel pour avoir pour vous effectivement une meilleure lecture des dossiers que vous allez recevoir pour effectivement ne pas induire en erreur un étudiant en l'acceptant alors que finalement c'est pas du tout son choix final. Très très bien. En tout cas, merci beaucoup de vos explications. Alors bon, on n'a pas vraiment beaucoup de questions. C'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir beaucoup de monde en direct. Et au pire des cas, après, ils sont très timides. On a beaucoup de retours après, a posteriori, malheureusement. Les étudiants vont regarder les vidéos et puis après ils vont revenir nous voir, on me dire ah mais on a ça comme question. Ah oui, mais pourquoi vous n'êtes pas venu tout de suite sur le moment? Bon, c'est pas grave. On fait un petit peu avec ça. L'idée, en tout cas, c'est que les contenus ont été très précis. Juste par exemple, parce que attendez, j'ai la slide qui est juste en dessous, là, pour faire peur aux étudiants qui nous regardent, je vous mets le programme du L1. Non, faut pas faire peur, faut justement encourager et motiver. Pourquoi j'insiste beaucoup sur les maths et la physique. Des cours au premier semestre, c'est physique 1, maths 1, enfin bon, interaction maths physique et chimie. Donc en fait, ils ont un tronc commun où ils sont en même temps que des étudiants qui font la licence de physique, de chimie et de maths. Enfin non. Donc, donc vous voyez, il faut quand même vraiment avoir les bonnes bases parce que sinon, au premier semestre, c'est la catastrophe. Ils vont en manger des maths. Voilà. Non, mais j'insiste bien parce que bon, après l'idée c'est que l'étudiant réussisse quand il vient chez nous. Hein, c'est pour que ça tourne à la catastrophe. C'est dommage. Non, mais voilà, il faut voilà ce que vous dites effectivement, l'étudiant veut, enfin, vous êtes là pour l'accompagner et pour qu'il réussisse, c'est ce qu'on leur dit. D'où la cohérence de bien regarder les maquettes que vous proposez. Donc effectivement d'aller sur votre site, de bien regarder si effectivement ce à quoi il s'oriente, c'est vraiment ce qu'il a envie de faire pour éventuellement peut-être changer de vœu à la dernière minute et pas de postuler pour postuler histoire de dire j'ai vu effectivement environnement, j'ai envie d'être un écologiste, etc. Donc ça c'est important. Donc sur le meilleur moyen pour un étudiant d'avoir des informations, c'est le site de l'IPGP ou c'est peut-être de passer. D'accord. Donc après il y a les coordonnées des responsables des différents parcours ou même de la licence. Donc si après ils veulent poser des questions plus particulières, ils peuvent envoyer des mails. D'accord. Sur le site de l'IPG, il y a l'icône formation, là, donc il n'y a pas de souci après. Super. Effectivement, voilà, c'est important de le préciser. Effectivement, vous êtes à disposition des élèves pour leur répondre. Merci aussi à vous, puis aux différentes personnes effectivement qui prennent le temps de répondre aux élèves, parce que c'est vrai quelquefois, c'est pas toujours facile pour eux de tout comprendre. Il y a beaucoup de jeunes, à 16 ans, 17 ans, c'est pas toujours évident de se projeter sur qu'est-ce qu'on a envie de faire plus tard. On a peut-être une vague idée ou on a peut-être
petite étincelle, et ah bah tiens, oui, ça a l'air sympa, l'IPGP, où on a vu une émission sur un satellite qui va poser effectivement une sonde sur Mars. Effectivement, j'avais vu le direct il y a 2 ans, enfin, ou 3 ans, quand ça se passait, donc ça m'avait un petit peu interpellé. Mais après, au-delà de ça, c'est derrière des études, de la recherche, un vrai projet. Donc, et c'est important d'avoir les bonnes informations pour bien choisir sa formation et plus tard un métier. Moi, j'ai pas d'autres questions particulières là-dessus. Ou Malker, je sais pas si Non, toi, tu as des questions à ton niveau. On a essayé un peu de non, voir au niveau des merci. étudiants, on est sur le Facebook ou quoi que ce soit. Bon, on a essayé d'un petit peu d'inciter les gens. Alors, est-ce que vous avez, vous, de votre côté, peut-être d'autres conseils ou d'autres remarques à peut-être proposer à des étudiants, aussi bien de future première année de licence ou de master? Enfin, peut-être entre peut-être au niveau du master, si est-ce qu'il y a peut-être, alors au-delà de la sélectivité, effectivement, mais la licence vraiment, Mhm. ou les licences que vous recommandez pour intégrer vos masters, c'est-à-dire parce qu'on peut avoir des licences géologie, il y a biologie, géologie, Mathématiques. biochimie, voilà, etc. Ou est-ce que ça fait partie des licences que vous avez peut-être l'habitude de sélectionner, en sachant qu'effectivement vous allez regarder le contenu des cours, des maquettes, mais est-ce que Bah, c'est ça va dépendre des parcours, en fait, hein. d'accord? Ok, parce que Mais c'est vrai qu'on peut prendre quelqu'un qui a fait une licence de physique pour la géophysique. On prend parfois, bon, la géologie, ça c'est assez évident. En chimie aussi, il peut prendre une licence de chimie, Mhm. faire la filière 3GE, etc. Donc là, après, ça D'accord. dépend vraiment des parcours, hein. Il y a pas. Oui, donc en fait, on regarde les cours qui ont été suivis quand on reçoit les dossiers. Donc on a les UE suivis par l'étudiant. Donc ça permet vraiment de voir si ça correspond. D'accord. Ok, ok. Et Très, vous très verrez bien. sur le site internet, donc bon, c'était de l'an dernier, mais il y a des flyers pour chaque parcours. Et dans chaque parcours, il y a les prérequis qui sont précisés. Donc là, vous aurez D'accord. encore plus de détails. Là. Moi, j'ai mis juste les quelques mots-clés, mais Oui, non, mais plus de détails. c'est déjà beaucoup. C'est vrai que ça demande aussi aux étudiants et aux enfin, futurs étudiants de faire aussi quelques recherches, hein. Voilà. Tout n'arrivera pas forcément à leur niveau et devant leurs yeux. C'est vrai que c'est parfois un petit peu difficile de leur dire d'aller sur les sites, d'aller regarder, d'aller chercher vraiment toutes les informations. Pour éviter les erreurs de parcours, parce que les plateformes autorisant un nombre de vœux limité, forcément, il ne s'agit pas simplement de cliquer puis de prendre cette formation qui ressemble à peu près à ce que l'on a fait ou l'idée qu'on peut se faire d'une formation. Il faut vraiment aller chercher l'information là où elle se trouve, et sur les sites internet. C'est vrai que maintenant, l'informatique permet quand même beaucoup de facilité là-dessus. Donc, à chacun d'aller regarder sur les sites des universités ou des instituts ou des grandes écoles pour avoir les bonnes informations. Oui, puis sur le site du master, vous trouverez, il y a des fiches métiers aussi suivant les parcours. Enfin, mes collègues qui ont fait ça ont vraiment fait ça très très bien. Moi, je suis arrivée, c'était déjà fait. Non, mais c'est bien, voilà, il faut aussi savoir, voilà, quand il y a des choses qui sont bien, de les apprécier, puis de les signaler, hein. C'est effectivement pratique sur une fiche métier de comprendre que pour faire tel métier, il faut tel parcours ou tel diplôme. C'est effectivement utile, hein. On peut avoir une idée d'un métier, mais en ne sachant pas quoi faire pour y accéder. Donc, c'est aussi important de les mettre à disposition des élèves. Bien, écoutez, merci en tout cas beaucoup à vous trois pour votre intervention. Monsieur de Chabalier, bon, je pense que je le verrai dans un gros mois. Enfin, je le verrai non, parce qu'en règle générale, il repart directement sur Arta. Donc, soit s'il alors peut-être qu'une petite intervention à l'Institut français est prévue. Je sais que vous en aviez discuté avec le COGAC, avec Monsieur Gallet. Voilà, histoire d'effectivement, comme vous avez fait tout à l'heure, un petit peu d'expliquer tout ce qui a été fait, tout ce qui est fait, puis tout ce qui est encore en devenir. Je sais que vous avez plein de projets avec l'Éthiopie, avec le Kenya, parce que bon, voilà, le monde tourne sur lui-même et le monde bouge, hein, la Terre bouge aussi, donc il faut en parler, il faut informer les jeunes. Bon, vous étiez là avec nous aujourd'hui, merci beaucoup. La prochaine intervention, si vous arrivez à la caler à l'Institut français, bon,
sera aussi bien évidemment la bienvenue pour expliquer ce que vous faites, montrer ça aux étudiants, aux élèves des différents lycées, de l'université, pour motiver, susciter des vocations aussi, je pense, parce que l'idée c'est que les étudiants à Djibouti s'approprient aussi leur propre patrimoine, c'est important. C'est ce que nous disions ce matin avec Jessie Collier, donc de Toulouse, qui est donc au niveau de l'archéologie, essaye de retransmettre, enfin de motiver les étudiants à Djibouti pour s'approprier leur propre patrimoine, comprendre aussi leur propre pays, donc en espérant que ça fasse des émules et que tout ça avance. Si vous avez peut-être quelque chose à dire ou à rajouter, voilà, nous vous laisserons le mot de la fin à tous les trois, en vous remerciant bien évidemment encore une fois d'avoir accepté cette invitation et cette participation qui a été très pointue. On est dans du haut de gamme. Donc merci à tous les trois. Je ne sais pas si tu en as parlé, Marianne, mais c'est l'aspect financier de la chose. C'est que, par exemple, notamment en master, l'Université de Paris a des appels d'offres annuels pour du soutien à la mobilité entrante, c'est-à-dire d'étudiants étrangers qui veulent venir étudier à l'Université de Paris. Et que donc, c'est des dossiers qui sont à préparer à l'avance, mais qui permettent de soutenir financièrement un bon étudiant. Donc oui, c'est très très bien, effectivement, c'est important de le parler. Ouais. Donc, c'est-à-dire que si effectivement sur ces appels d'offres, comment l'étudiant peut avoir les informations, il y a soit sur le site de l'IPG, soit sur le site de l'Université de Paris. Les appels d'offres sont en général affichés. On est plutôt sur du soutien de master, hein, oui. en première année ou deuxième année. Oui, c'est plutôt sur le site de l'Institut et puis donc dans l'onglet formation et puis sur le site de l'Université de Paris aussi où en général c'est mis en ligne. D'accord. Très bien, très très bien, effectivement. C'est un petit point positif aussi en plus qui est à mettre au crédit des établissements qui font aussi effectivement beaucoup d'efforts pour permettre aux étudiants de faire leurs études. Alors, même si on reste dans un domaine très, très, très sélectif, mais voilà, aujourd'hui, on le sait, on le dit, faire des études en France, ça demande effectivement beaucoup de préparation, des dossiers solides, mais des dossiers cohérents et des projets qui sont solides et aboutis pour pouvoir effectivement bénéficier et de la qualité des enseignements, du prestige des universités et des diplômes qui sont après au final délivrés, puis avec tous les efforts financiers qui peuvent être faits aussi bien par les ambassades que par les établissements, l'exonération des frais aussi proposée par les établissements. Voilà, il faut aussi le rappeler et le souligner. Voilà, merci à vous trois, en tout cas, d'être intervenus pour ce dernier atelier de ces 2 journées que l'on a eu, très intéressant en tout cas à notre niveau. On verra peut-être pour une prochaine session, peut-être en présentiel, pourquoi pas. On aimerait bien renouer avec des vrais salons de l'étudiant en présentiel et faire la Covid depuis 2 ans a quand même bien malmené tout le monde à travers le monde. Donc on verra pour une prochaine fois. Merci à tous les trois de nous avoir accompagnés durant cette heure de webinaire. Et puis en vous souhaitant une bonne année universitaire et en vous disant une prochaine fois, on ne sait jamais, au gré de nos pérégrinations. Des fois, il peut y avoir des belles surprises. Et Monsieur de Chabalier, à dans quelques semaines. Voilà, je sais qu'on aura le plaisir de se revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci, Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.